Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui nous allons ensemble passer en revue les personnages des habitants d'Yonville dans Madame Bovary de Flaubert. Comme vous le savez déjà, le sous-titre de Madame Bovary est Mœurs de province. C'est ce que vous pouvez lire sur la page de garde. Ce sous-titre il est intéressant parce qu'il nous montre qu'au-delà de l'histoire particulière d'Emma, une partie du projet flaubertien consiste à raconter la société de province. En cela, les personnages des habitants d'Yonville et des habitants de la campagne ont tous un petit peu leurs importances. Il y a une véritable galerie de personnages, tous différents, qui apportent tous une petite note dans cette peinture, dans ce portrait de la société provinciale que Flaubert fait dans Madame Bovary. Donc, qui sont les différents habitants de Yonville-l'Abbaye? Nous allons commencer la présentation par l'un des personnages qui est évoqué en premier à la page 129, c'est Madame Lefrançois. Le soir que les époux Bovary devaient arriver à Yonville, Madame Veuve Lefrançois, la maîtresse de cette auberge, était si fort affairée qu'elle suait à grosses gouttes en remuant ses casseroles. C'est à la page 129 quand les Bovary arrivent à Yonville. Alors qui est Madame Lefrançois? Eh bien, c'est la propriétaire de l'auberge du Lion d'Or, où loge notamment Monsieur Binet par exemple, mais où se retrouvent souvent les gens du village. Elle représente la bonhomie en général, la bonhomie campagnarde. Elle n'a pas vraiment d'histoire. Alors ça, cette bonhomie, on peut le voir à son comportement, il n'y a rien vraiment de notable, à son physique, mais aussi à son nom. Encore une fois, rappelez-vous l'importance de l'onomastique. Lefrançois, c'est un petit peu la base, hein, c'est un nom vraiment très courant. Elle travaille donc avec Hippolyte, qui est son garçon d'écurie. Hippolyte est un personnage autrement plus intéressant, pas qu'il soit plus riche ni plus développé, mais il joue un rôle plus important dans le roman. Alors, Hippolyte, c'est donc le garçon d'écurie. D'ailleurs, l'onomastique nous le rappelle, puisque Flaubert lui donne un prénom qui se compose de la racine grecque hippo, qui veut dire le cheval. Et oui, il aime bien les jeux avec la langue comme ça, comme vous le savez. Ce prénom est aussi ironique parce que Hippolyte souffre d'un pied-bot. Donc, ce qui, chez un cheval, serait véritablement une catastrophe. Alors, un pied-bot, c'est un pied difforme. C'est une maladie qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Vous le savez, c'est à cause de ce pied-bot que Hippolyte va prendre le devant de la scène. Alors, Homais, le pharmacien, en quête de reconnaissance, va pousser Charles Bovary à pratiquer une opération du pied-bot dont il avait lu une description dans une nouvelle revue, quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Charles, poussé par sa femme, qui voudrait aussi qu'il soit un peu plus reconnu, tente cette opération et évidemment il échoue lamentablement à tel point qu'on doit faire venir des confrères qui se décident à amputer la jambe du pauvre Hippolyte. Donc Hippolyte passe d'un pied-bot à pas de jambe du tout. Les Bovary sont tellement déçus de l'échec de cette opération que Emma va pousser Charles à offrir une belle jambe, donc une belle jambe artificielle à Hippolyte. Suite à ça, le rôle d'Hippolyte se modifie puisque au lieu d'être un garçon d'écurie, donc il reste le garçon d'écurie, mais il va être aussi le rappel douloureux pour Charles de son échec dans la vie. J'en veux pour exemple ce passage à la page 432, c'est l'enterrement d'Emma. Charles est détruit et là, qui arrive dans l'église? C'est Hippolyte. On entendit sur les dalles comme le bruit sec d'un bâton ferré qui les frappait à temps égaux. Cela venait du fond et s'arrêta court dans les bas-côtés de l'église. Un homme en grosse veste brune s'agenouilla péniblement. C'était Hippolyte, le garçon du Lion d'Or. Il avait mis sa jambe neuve. Ici, notez un peu les jeux de langue de Flaubert. Donc, le bruit sec d'un bâton ferré qui les frappait à temps égaux. Il y a plusieurs assonances ici pour marquer le rythme, pour mimer vraiment le son de cette jambe qui frappe et qui rappelle à Charles son échec. Et ensuite, il y a plusieurs termes différents pour introduire Hippolyte. Donc, il y a d'abord « cela venait du fond », impersonnel. Puis un homme et enfin « c'était Hippolyte ». Voilà, donc Hippolyte qui n'est pas un personnage très développé en soi, mais qui joue un rôle crucial dans l'intrigue de Madame Bovary. Autre personnage peu développé, mais qui entretient un rôle symbolique dans le roman, il s'agit d'Hiver. Alors, Hiver avec un T est le cocher de l'Hirondelle. L'Hirondelle, c'est ce fiacre qui fait les allers-retours entre Yonville-l'Abbaye et Rouen. Cette hirondelle, elle a une importance considérable dans le roman puisque c'est grâce à l'hirondelle que les Bovary arrivent à Yonville premièrement et c'est aussi grâce à l'hirondelle que Emma parvient à s'échapper de temps à autre dans la troisième partie du roman pour aller rejoindre Léon à Rouen. Hiver, finalement, on entend assez peu parler de lui, il a un rôle symbolique
comme cocher de l'hirondelle. Et évidemment, ce qui est intéressant dans le personnage, donc dans ce personnage symbolique, c'est son nom, c'est l'onomastique encore une fois. C'est un nom ironique parce qu'il s'appelle Hiver, donc ce qui rappelle la saison, et que la voiture qu'il conduit s'appelle l'hirondelle. Et vous savez, l'hirondelle, c'est le printemps, évidemment. Donc, ces deux termes qui évoquent des saisons, c'est ironique de la part de Flaubert, évidemment, parce que ça évoque déjà le temps qui passe et qui rythme l'ennui d'Emma, mais aussi le retour inéluctable du malheur, des temps mauvais, malgré parfois l'irruption du printemps. Je passe du coq à l'âne pour évoquer maintenant un autre personnage d'habitant de Yonville, rôle principalement symbolique, c'est le personnage de Lestiboudois. Lestiboudois, c'est le bedeau de l'église, c'est-à-dire que c'est l'homme à tout faire de l'homme d'église de Yonville, l'abbé Bournisien. D'ailleurs, si vous en doutiez, Flaubert l'a prévu, puisque le mot bedeau se retrouve en écho dans le nom de Lestiboudois, toujours cette importance de l'onomastique. Plus tard dans le roman, lorsqu'Emma va se prendre d'idées de grandeur et qu'elle va chercher quelqu'un pour entretenir son jardin, c'est Lestiboudois qu'elle va embaucher. Donc Lestiboudois est un peu l'homme à tout faire de plusieurs personnes dans Yonville. Ce qui est intéressant quant au personnage de Lestiboudois, c'est qu'on sait que lorsqu'il fait les premiers brouillons de Madame Bovary, Flaubert envisage tout d'abord de donner le nom de Lestiboudois au père Rouault, c'est-à-dire qu'il envisage d'appeler le père Rouault Lestiboudois. Et ça, chez Flaubert, ça dénote une certaine proximité dans les caractères de ces personnages, donc ce qui est quand même important. On passe rapidement à une autre sorte de personnage, c'est les personnages des hommes de loi à Yonville-l'Abbaye. Alors il y en a plusieurs, Léon Dupuis en fait partie, mais on lui consacre une vidéo en entier. Il y a d'abord l'huissier Maître Hareng. Je m'arrête pas du tout sur le patronyme ironique, comme vous l'avez compris, il a un nom de poisson, Flaubert se moque. Monsieur Hareng, donc Maître Hareng, est celui qui vient faire l'inventaire des biens des Bovary lorsqu'on va saisir la maison d'Emma après qu'elle ait contracté trop de dettes. Et cette scène est vraiment très intéressante, c'est une parodie de scène dramatique. Ça devrait être terrible, il devrait venir tout noter, mais en fait Emma réussit à le convaincre de faire cette saisie en silence, et donc elle lui fait visiter la maison en silence pendant que Charles est en bas et ne se rend compte de rien. Donc le fait que ce soit une parodie de scène dramatique dans cette saisie des biens, ça explique également le nom absolument ridicule du personnage, donc Maître Hareng. Deuxièmement, il y a Maître Guillaumin. Alors Maître Guillaumin, c'est le notaire de Yonville, c'est avec lui que travaillait Léon au début du livre. On le retrouve surtout dans une scène très importante qui se situe à la toute fin du livre. Maître Guillaumin a un domestique qui s'appelle Théodore, et ce Théodore est très proche de Félicité, la bonne d'Emma. D'ailleurs, à la fin, ils partiront ensemble tous les deux. Et quand Félicité voit Emma en pleine détresse, elle n'a pas d'argent, elle ne sait pas quoi faire, eh bien, elle lui conseille d'aller voir Maître Guillaumin. Emma y va, sans trop savoir ce qui va se passer, et finalement, Maître Guillaumin tente de la séduire contre de l'argent. Donc, dans une scène qui est vraiment importante parce que Emma se refuse à lui, puis elle le regrettera. Voilà, donc des personnages au rôle, encore une fois, assez symboliques. Il faudrait achever cette description des habitants de Yonville en mentionnant les commères. Alors les commères, ce sont notamment Madame Tuvache et Madame Caron, qui n'ont pas d'autre utilité dans le roman que celle de critiquer toujours Emma, enfin critiquer de temps à autre quand la narration les évoque. Par exemple, lorsqu'elles voient Madame Bovary dans la rue avec Léon, elles disent que Madame Bovary se compromettait. Et lorsqu'elles expriment un jugement ainsi, lorsque la narration rapporte un jugement de la part des commères, la narration prend des italiques. Les italiques ici servent à préciser que le narrateur reprend exactement les paroles des commères. Plus tard, Madame Tuvache et Madame Caron verront Emma supplier Monsieur Binet pour de l'argent et elles vont aussi commérer comme ça. Donc ce qui est intéressant dans cette galerie de personnages, c'est que ce sont de très nombreux personnages, donc ces habitants de Yonville-l'Abbaye, surtout comparés à Tostes. Rappelez-vous que dans la première partie du roman, les Bovary habitent à Tostes et il n'y fait mention d'aucun habitant du village. Charles décide de déménager à Yonville pour que sa femme Emma prenne l'air, pour qu'elle se sente plus à l'aise, mais pour qu'elle rencontre du monde également parce que c'est un bourg qui est plus grand. Et finalement, la solitude d'Emma se renforce au milieu de la multitude parce qu'au milieu de toutes ces personnes, il n'y aura personne pour la comprendre, il n'y aura personne pour l'entendre et elle va finalement se faire aucun ami. Cette solitude profonde de Madame Bovary au milieu de la multitude, elle nous est signifiée particulièrement à la page 416.
Alors, à la page 416, Madame Bovary est en train de mourir d'une agonie atroce. Elle se convulse, ça fait des heures, ça se passe très très mal, etc. Le docteur Larivière, qui est venu pour voir s'il pouvait la sauver, renonce. Il décide de partir, mais il n'arrive pas à partir car tous ces gens du village se rassemblent et veulent avoir leur avis, veulent avoir son avis sur un problème médical ou un autre. Ces gens qui pourraient être au chevet d'Emma, qui pourraient se préoccuper d'elle, ne se préoccupent en fait que d'eux-mêmes. C'est ce que nous signifie Flaubert dans ce passage. Mais la pharmacie est regorgée de monde et le docteur Larivière eut grand peine à pouvoir se débarrasser du sieur Tuvache, donc l'époux de Madame Tuvache, qui est redouté pour son épouse une flexion de poitrine parce qu'elle avait coutume de cracher dans les cendres. Puis de Monsieur Binet, donc l'ami de Léon à qui on consacre une vidéo, qui éprouvait parfois des fringales. Et de Madame Caron, la commère, qui avait des picotements. De Lheureux, qui avait des vertiges, de Lestiboudois, qui avait un rhumatisme, de Madame Lefrançois, qui avait des aigreurs. Cette énumération de tous les habitants du village par Flaubert à la fin ne fait que renforcer l'impression, l'impression qu'on a déjà de la solitude d'Emma, une solitude qui est renforcée par la multitude des habitants d'Yonville. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.